Michèle Sibony, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes vice-présidente de l'Union juive française pour la paix. On va parler avec vous évidemment de l'actualité à Gaza, mais plus largement de cet interminable conflit israélo-palestinien. D'abord un mot, si vous voulez bien, sur cette Union juive française pour la paix. Qui êtes-vous? Quel est votre message? Que représentez-vous en France? Nous sommes, au niveau du judaïsme laïque organisé, une des principales organisations, mais il faut le dire parce que le judaïsme laïque, par définition, est peu organisé en France. Alors, nous ne sommes pas les plus nombreux, mais ce qui nous a fait grandir, c'est la volonté de ne pas être embrigadés dans un discours de soutien obligatoire, quoi qu'il fasse et quoi qu'il dise, du gouvernement israélien. On peut vous situer sur l'échiquier politique français, on va dire, occidental, européen, à l'extrême gauche, à la gauche de la gauche, comment? Est-ce que vous acceptez cette étiquette? Il y a des gens pas de gauche chez nous. Ouais. Il y a des gens pas de gauche. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens de gauche chez nous, mais il y a aussi des gens pas de gauche qui viennent sur l'idée que Israël tel qu'il s'est construit et tel qu'il se perpétue aujourd'hui dans ce qu'il fait est au fond une menace pour la paix au Moyen-Orient, pour les Palestiniens une menace immédiate et urgente, mais aussi pour les Juifs qui vivent au Moyen-Orient. Donc j'imagine que vous ne soutenez pas l'opération militaire en cours à Gaza. Non, c'est une opération de pacification coloniale, elle est d'une violence extraordinaire et elle met en danger pour longtemps, malheureusement je crois, les perspectives de paix réelle et durable, de réconciliation. Alors si on se place du point de vue du gouvernement israélien, ce que dit Netanyahou, c'est que le Hamas a tiré des roquettes, il y a des tunnels qui passent en dessous de la frontière entre Gaza et le territoire israélien qui permet éventuellement à des terroristes de faire des attentats en Israël. Quelque part, le gouvernement israélien défend son propre peuple, c'est assez légitime. C'est comme ça qu'il le présente, ça c'est la propagande israélienne. Vous savez, le ministère de la propagande... C'est aussi une réalité. Non, je ne crois pas. Je crois que la réalité est la réalité de l'occupation coloniale. Là où il y a occupation, il y a un colon qui conquiert du territoire, qui enferme des populations, qui les affame éventuellement, qui les frappe. Mais l'histoire commence toujours chez le colon quand c'est lui qui est atteint. C'est-à-dire au moment où se révolte un peuple opprimé sous la botte depuis énormément d'années, c'est là que le colon se réveille et comment ils ont osé me frapper. Mais les menaces, je parlais des roquettes du Hamas, Les roquettes du Hamas viennent avec 7 ans de siège, 8e année entamée, et 7 ans de 1 800 000 personnes enfermées qui n'ont pas le droit de bouger. Je ne connais aucune situation dans le monde où une population enfermée ne creuse pas de tunnel pour survivre. Alors, quelle serait pour vous la sortie de crise d'abord de cette situation actuelle, de cette intervention militaire israélienne à Gaza? Écoutez, étant donné la fuite en avant folle de ce régime qui, de nombreux experts politiques l'ont dit sur de nombreuses antennes, ne semble pas avoir de stratégie, c'est pas dans leurs mains qu'est un éventuel arrêt. L'arrêt ne peut venir que de l'international, d'une pression internationale. Pourquoi, par exemple, entend-on parler tous les jours, et à très juste titre, de sanctions contre la Russie sur ce qui se passe en Ukraine, et pourquoi ne mettons pas en place les sanctions dont on dispose dans le monde sur Israël pour l'arrêter? Donc vous pensez que la communauté internationale, si elle existe, devrait menacer en tout cas Israël de sanctions, que les sanctions internationales, pour parler autrement, ne sont pas suffisantes pour faire reculer Israël? Il n'y a pas de sanctions internationales contre Israël. Il y a un laisser-faire et même un soutien international au niveau des gouvernements qui a été donné à Israël, qui est absolument criminel. Je dirais presque au même titre que l'opération elle-même. Vous irez jusqu'à dire qu'Israël doit négocier avec le Hamas. Le Hamas est un interlocuteur pour Israël. Là-dessus, encore une fois, on est dans un régime colonial et d'occupation. Une des caractéristiques du régime colonial d'occupation, c'est ne pas considérer l'autre comme un sujet, c'est-à-dire l'unilatéralisme. Je rentre, je frappe, je sors quand je veux, je ne négocie pas, je ne discute rien. C'est comme ça que s'est fait le soi-disant retrait unilatéral de Gaza sous Sharon, dont le chef de cabinet avait dit c'est une opération qui va servir de formalisation aux négociations. Et de nouveau, on entend dire les Palestiniens, c'est pas des sujets, on sort quand on décidera de sortir, mais on revient quand on veut aussi.
Alors je continue sur le Hamas. Oui. Le Hamas est accusé par le gouvernement israélien d'avoir violé à peu près tous les cessez-le-feu qu'il a acceptés ou qu'il a proposés. Je parle du Hamas. Et aussi que la charte du Hamas, du mouvement palestinien Hamas, prévoit toujours la destruction. Ça n'a pas été supprimé de la charte du Hamas, la destruction de l'État d'Israël. C'est difficile évidemment pour Israël d'envisager des négociations avec une telle organisation. Alors, il est faux de dire que c'est le Hamas qui a violé les cessez-le-feu, c'est même l'inverse. On a le cessez-le-feu, le fameux cessez-le-feu de 2006, qui a été violé par Israël début novembre, par des raids très meurtriers, qui ont entraîné des tirs de roquettes du Hamas, mais la bonne version, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est quand le côlon est touché que l'histoire commence. Donc, la bonne version a commencé avec la réplique du Hamas. J'ai oublié la deuxième partie de la question. Non, je parlais de la charte du Hamas qui prévoyait la destruction d'Israël. Nous en étions, juste avant le début de cette opération, à ce qui a rendu fou visiblement le gouvernement israélien, à une entente nationale palestinienne qui était en train de tirer le Hamas vers le politique et vers une unité nationale palestinienne dans laquelle il était évident qu'il serait amené à revoir sa charte, et il a d'ailleurs déjà souvent dit qu'il la reverrait, sa charte. Mais je parlais d'un conflit interminable. C'est vrai qu'on a l'impression que chaque fois que des négociations ont lieu ou qu'elles pourraient éventuellement déboucher sur un accord, elles échouent. Comment vous interprétez ce fait qu'on ne parvient pas, après plus de 60 ans, 70 ans pratiquement, à trouver une solution à ce conflit israélo-palestinien? Je crois qu'il faut rappeler les paroles de Sharon en début 2002, je crois. Sharon, donc l'ancien Premier ministre israélien. Ariel Sharon, qui avait lui le mérite de dire la vérité, devant le Congrès américain. Il avait dit: la colonisation n'est pas finie, il y en a encore pour au moins 50 ans. Ce dont on ne parle jamais, c'est de la colonisation qui continue. Négociation, la colonisation continue. Opération sur Gaza, la colonisation continue. On n'en parle jamais, on en parle beaucoup sur les médias de la colonisation. Le on, c'est il faut voir comment il y a deux niveaux dans ce qui se passe avec le gouvernement israélien. Il y a ce qu'il dit et ce qu'il fait sur le terrain. Et je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas trop écouter ce qu'il dit, il faut regarder sur le terrain ce qui se passe. Et sur ce qui se passe, la colonisation continue. Moustapha Barghouti, qui est un médecin responsable politique palestinien de Ramallah, l'a très bien dit. Il a dit l'opération sur Gaza scelle le destin de la Cisjordanie, annexion. Alors, on entend vous critiquer vertement la politique du gouvernement israélien. Vous êtes juive, il faut le rappeler. Est-ce qu'on peut en même temps critiquer le gouvernement israélien et rester solidaire avec le peuple juif? Écoutez, nous sommes juifs et nous nous revendiquons juifs. Pour nous, notre histoire... si vous voulez, on nous rappelle souvent la question mémorielle. Nous avons beaucoup, par exemple, de fils de déportés chez nous, d'enfants cachés pendant la guerre, qui s'expriment d'ailleurs en ce moment. Je pense à Jean-Claude Meyer, par exemple, sur son blog, et qui dit: les morts de ma famille ne sont pas morts pour justifier cette opération. Ne nous manipulez pas, ne nous prenez pas en otage, ni nous, ni nos morts. Et pour nous, la mémoire ne nous confère aucun privilège, elle nous confère des devoirs, cette mémoire. Être toujours du côté de l'opprimé, ne jamais accepter l'oppression du plus faible. Alors, question difficile pour terminer, vous êtes un mouvement antisioniste, c'est-à-dire que vous refusez, en fait, est-ce que vous iriez jusqu'à, comment dirais-je, remettre en cause la légitimité de l'État d'Israël? L'État d'Israël ne peut acquérir de légitimité, à nos yeux en tout cas, qu'en reconnaissant les droits de l'autre. Il a peut-être une forme de légitimité héritée de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais cette légitimité ne peut lui être reconnue que s'il accepte de reconnaître l'autre. Et pour nous, l'avenir d'Israël repose dans sa capacité à devenir, par exemple, l'État de tous ses citoyens, comme la République française est l'État de tous ses citoyens. Elle ne l'est pas pour le moment? Non, pas du tout, elle ne l'est pas. Les citoyens palestiniens aujourd'hui sont ratonnés dans les rues par des bandes. Après les appels à la vengeance. Vous parlez des Arabes israéliens. Des Israéliens, oui. J'ai une amie féministe de Haïfa qui s'exprime, palestinienne, il faut rappeler que 20% de la population de l'État d'Israël sont des Arabes israéliens. Ce sont des citoyens de seconde zone qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits que les autres et qui ont surtout le droit de se taire dans des moments comme celui-là. Et j'ai une amie palestinienne qui témoignait hier sur un Facebook en disant j'ai peur de parler arabe dans un autobus, j'ai dû enlever un t-shirt où il y avait marqué des mots en arabe parce que l'ami qui venait me
voir m'a dit « enlève-le, c'est dangereux en ce moment », à Haïfa qui est une des villes où les choses se passaient le mieux. Merci Michèle Sivani pour votre témoignage. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'Union juive française pour la paix. Merci d'avoir été Merci à vous. du 64 minutes.